Bonsoir à tous. Bienvenue dans le journal d'ATG. Dans quelques instants, nos deux invités ce soir, invités du journal et deux coprésidents de la commission mixte ad hoc. On va parler bien sûr de la collectivité territoriale de Guyane. Nous allons parler du logo également. Vous avez encore le temps de nous faire des propositions. Ça sera l'occasion pour nous de revenir également et de voir s'il y a une petite différence entre les présidents également en Guyane et en Martinique. Vous le savez, le président du Conseil général, la présidente et le président du conseil régional de la Martinique sont aussi en Guyane. L'occasion de faire ce petit bilan-là avec Boris Chanksit et Fabien Canavi, invité du journal, dans quelques instants. À tout de suite. Les 4 exécutifs de Martinique et de Guyane font bloc. Réunis depuis ce matin à la même table, les présidents de région et les présidents du conseil général des 2 départements ont adopté une résolution commune. Ensemble, ils négocient un contrat de progrès d'avenir pour couvrir les dépenses supplémentaires inhérentes à la création des 2 nouvelles collectivités. Nous avons mis en exergue les carences justement de la commission tripartite dans l'objectif en tout cas mis en place par le législateur était justement d'identifier les moyens nécessaires à la mise en place de cette collectivité, aussi bien les moyens financiers que les moyens humains, afin que l'État puisse nous accompagner. Donc aujourd'hui, nous constatons tout simplement que cette instance qui a été mise en place par le législateur n'a rien accouché, ou sinon a accouché d'une souris tout simplement, et tel est le sens de mon intervention, c'est de dire, comme l'État a failli à ce niveau-là, nous reprenons la main en tout cas. Donc, notre venue ici n'était pas de juger, n'était pas d'apprécier le travail fait par l'un ou par l'autre, mais surtout d'échanger, de faire un état des lieux, bien évidemment, du travail effectué depuis 3 ans par nos 4 collectivités. Et c'est vrai que nous sommes peut-être venus, nous, en Martinique, avec un travail collectif, puisque nous avions travaillé ensemble depuis effectivement 2-3 ans. Donc on a pu, même si on l'a fait sur le week-end dernier, c'est-à-dire que bon, on a des éléments qui sont déjà donc, j'ai envie de dire chiffrés, enregistrés chez nous. Donc ça a été peut-être plus facile, mais je ne peux pas dire effectivement que nous sommes plus avancés ou pas plus avancés que la Guyane. Pour accompagner la mise en place de ces collectivités territoriales uniques, la Martinique a chiffré son plan de soutien d'amorçage à 40 millions d'euros sur 5 ans, contre 20 millions pour la Guyane. Je suis pas pour la sinistrose, je suis pas pour effrayer la population. Avec bien d'autres, je crois qu'il faut partager maintenant ce goût, cette sensation, cette dynamique de relever un défi. Nous avons les moyens, nous avons fait un prêt qui permet aujourd'hui sur les 35 millions de répondre au moins jusqu'à 2017, c'est déjà un premier atout. Mais entre-temps, les constats que nous faisons, c'est qu'il y a des réponses extrêmement précises que l'État doit donner. Il y a 22 décrets encore non signés. Il y a des transferts de compétences sans des transferts de recettes. Nous avons des absences de compensation. Donc, ce sont des enjeux financiers. Parce que nous sommes déterminés à faire de cet outil de gouvernance un outil extrêmement moderne, mais il ne faut pas au départ que l'État n'assume pas directement les responsabilités nécessaires. Les 4 exécutifs souhaitent une rencontre avec le Premier ministre pour accompagner la création de ces collectivités. Ils ont prévu de se revoir, cette fois en Martinique, le mois prochain. Pour mémoire, la collectivité unique doit être mise en place le 1er janvier 2016. Le personnel de la clinique Véronique est en plein travail. Et pourtant, ce matin, les employés ont débrayé de 7h à 10h. Une mobilisation pour protester contre le non-versement de leur salaire de février. La direction a attendu la dernière minute, qui veut dire le 3, le 4, pour nous faire une note de service en disant que nous n'allions pas toucher nos salaires en temps et en heure. Pour la simple et bonne raison que la caisse de la clinique est vide. Il n'y a pas d'argent dans la caisse de la clinique pour faire les salaires. Donc aujourd'hui, le 9, on a tous des choses à payer. Nous avons des crédits en cours, nous avons une famille, nous avons un tas de trucs à faire, à payer. Mais voilà, ça sera toujours le même problème. Chaque mois, on sera payé le 9, 10, 11, 12 du mois. Non, on ne peut pas. Une situation qui n'est pas inédite. L'année dernière, les salariés se sont mobilisés pour les mêmes raisons en janvier et en mai. Les syndicats reprochent un manque d'anticipation de la part de la direction. Comme je dis, pourquoi attendre le 3, le 4 pour nous dire que le salaire ne sera pas versé en temps et en heure? Et pourquoi c'est maintenant que le groupe CAPA fait un geste pour débloquer des fonds pour pouvoir payer le salarié? Ils auraient pu le faire avant, puisqu'ils savaient très bien qu'il n'y avait pas d'argent dans la caisse de la clinique. De son côté, le directeur de l'établissement tente de rassurer l'ensemble du personnel. Nous avons passé une année 2014 pas très facile,
Cependant, on a pris des dispositions qui nous permettent d'entrevoir une année 2015 bien meilleure. Bon, on passe encore des caps difficiles, mais néanmoins, toutes les dispositions qui ont été prises sont de nature à nous rassurer sur l'avenir. Le groupe CAPA a débloqué 140 000 € pour payer les employés. Ils devraient recevoir leur salaire sur leur compte dès demain. Si ce n'est pas le cas, de nouvelles mobilisations seront mises en place. Mauvais temps pour le monde de la pêche. Météo France avait annoncé ce matin l'état de vigilance orange. Une mer dangereuse avec des rafales allant jusqu'à 60 km/h était attendue. Les pêcheurs guyanais se sont retrouvés face à un dilemme, partir en mer ou non. Lorsque c'est trop mauvais quand même, on ne tente pas le diable. On ne va pas sortir. Mais s'il faut sortir, je sortirai. Parce que bon, ce sont des grosses marées comme toutes les grosses marées. Hein. Malheureusement, c'est une grosse marée parce qu'il y a beaucoup d'eau de pluie là-dedans, je suppose. On a toujours eu ces marées-là, mais bon. Et il faut bien qu'on pèse qu'on ait. Alors, si on ne sort pas, on ne peut pas survivre. Une situation qui rend le repérage des bancs de poissons compliqué. En plus des conditions climatiques difficiles, voire dangereuses, les pêcheurs courent le risque de rentrer les filets vides. Il y a très peu de poissons à cause des pluies. Il pleut en même temps avec la mauvaise mer. Là-dedans, vous ne pouvez pas pêcher. Si vous mettez vos filets, tous les filets vont, comme on dit vulgairement, ils vont faire saucisson. C'est-à-dire qu'ils vont s'enrouler sur eux-mêmes. Donc il faut bien savoir calculer avec le petit montant, comment faire pour aller pêcher. Juste quand l'eau commence à être salée et tout ça, il faut chercher. Et là, vous cherchez du poisson. La pêche, en fin de compte, est devenue une chasse. Selon Météo France, les conditions météorologiques devraient revenir à la normale mercredi. Bonne nouvelle donc pour les pêcheurs qui pourront assurer le réapprovisionnement des marchés aux poissons. Le grillage n'aura pas tenu. Dans la nuit de samedi à dimanche, entre 1h et 3h du matin, au moins 3 individus se sont introduits chez le concessionnaire Renault à Matoury. 4 voitures d'occasion ont été volées. Les clés des voitures se trouvaient dans des petits boîtiers à l'extérieur des véhicules. Ils ont été cassés. L'enquête est en cours, mais pour le moment, aucune trace des voitures et des voleurs. Les images de vidéosurveillance n'ont pu être exploitées. En attendant les premiers résultats de l'enquête, les barrières de sécurité ont été consolidées. Plus d'1 mois et demi sans électricité dans les rues de la résidence Arc-en-Ciel. Au premier abord, tout paraît normal à l'entrée, mais c'est à l'intérieur de la cité que l'on se confronte à la situation. Un quartier entier plongé dans la pénombre. À partir d'ici, il n'y a pas de lumière. Tu peux continuer à marcher, tu sais, c'est tout noir, c'est tout comme ça. Les trucs, c'est ça. La lumière, c'est seulement en face du quartier. Après, tout ça, c'est la ténèbre, tu sais. Une situation face à laquelle les habitants se retrouvent démunis. Le quartier plongé dans l'obscurité paraît sans vie. Très peu de personnes sortent de chez eux. Dans le noir, c'est un peu compliqué déjà pour se promener le soir et plus pour les enfants parce que il peut arriver beaucoup de choses. Du noir partout quoi. Et heureusement, il y en a les lumières des maisons, mais il y a certaines rues que vous marchez mais vous voyez rien. Il faut avoir une petite torche parce que sinon, on va dire on nous a oubliés ici. Oubliés partout, c'est dans cet état d'esprit que se trouvent les habitants qui, en plus de l'absence de lumière, ne voient en rien diminuer leurs taxes. C'est vraiment un problème pour les gens, les habitants des quartiers. En plus, on paye beaucoup de taxes pour l'électricité et on n'a pas de lumière dans les rues ici. Personne n'est venu, on a déjà contacté quelqu'un technicien pour venir voir qu'est-ce que se passe. Même les autorités, ils ne viennent pas, ils ne voient pas. C'est comme je dis, nous sommes un peu oubliés. Une situation qui reste sans réponse face à une municipalité de la ville de Rémire qui ne répond pas. En attendant, ce sont de bien pauvres sources de lumière qui guident les habitants à travers l'obscurité. Midi moins le quart, les choses s'accélèrent en cuisine. En salle, les professeurs donnent les dernières recommandations, les clients ne vont pas tarder à arriver. C'est le stress pour les élèves de la section hôtellerie du lycée Melchior Garé qui ont ouvert un restaurant éphémère pour 1 semaine seulement. Comme j'ai un petit peu peur en septembre, ça risque d'aller trop vite, c'est normal. Mais ça va passer. On a été formé pour, donc faut dire qu'avec ce qu'on a appris, donc nos connaissances, on sait comment s'en sortir et comment s'organiser afin de mener, on va dire, cette mission à la réussite. Cette initiative s'inscrit dans l'apprentissage des élèves dans les domaines de la cuisine, du service et de la gestion.
Ils ont créé la carte, gèrent les commandes, les réservations et encadrent leurs camarades. Pour eux, c'est une première, ils sont un petit peu perdus, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément de vécu et donc ils ne savent pas trop sur quoi ils se tournent. Après, ils ont un vécu en entreprise, donc ils savent un petit peu quand même comment s'organiser. A priori, il y a quand même une pointe d'appréhension. La carte a été spécialement conçue à cet effet, à base de produits locaux, et proposée aux convives, des consommateurs qui risquent fort d'être de nouveaux clients. Je viens parce que je sais que c'est bon et puis comme ça fait travailler les élèves. Et je trouve que c'est une bonne formation. Oui, c'est la première fois que je viens manger ici. C'est sur un coup de tête en fait. Ils m'ont dit que c'était bon et qu'on avait le choix. Il y avait plusieurs menus. Au lieu d'en avoir un seul comme d'habitude, il y en avait plusieurs. Donc on avait le choix en gros. Les élèves ont appréhendé les différentes étapes nécessaires à la création d'un restaurant et sont maintenant en situation professionnelle réelle pour une semaine avant leur départ en stage fin mars. Les étudiants n'ont rien laissé au hasard et ont envie de s'améliorer, bien sûr, de renouveler l'expérience. De retour sur le plateau du journal avec nos deux invités. Boris Chanxit, bonsoir. Bonsoir Gilles Vernet. Fabien Canavi, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle, coprésident de la commission mixte ad hoc. Redites-nous encore cette commission mixte ad hoc. C'est une commission qui a été créée dans le dessein de préparer la mise en place de la collectivité territoriale de Guyane et qui réunit en son sein des élus du conseil général et du conseil régional, dont M. Canavi et moi-même sommes les coprésidents. Alors, vos amis de la Martinique sont ici même en Guyane, l'occasion de faire le bilan et une préparation aussi avec eux. Comment ça se passe? Donc, comment ça s'est passé? Et est-ce qu'il y a des petites différences justement entre la Martinique et la Guyane? Bien, c'était surtout l'occasion de faire un retour et un partage d'expérience, puisque la Guyane et la Martinique sont les seules régions, au sens large du terme, qui sont impactées par cette fusion entre le Conseil général et le Conseil régional. Au niveau national, les élections départementales auront lieu très prochainement. Donc c'était vraiment pour nous important que nous nous rencontrions et que nous fassions des points d'étape, mais aussi des perspectives pour les combats en commun que nous aurons à mener, notamment dans notre dialogue face à l'État. Vous vous posez les mêmes questions, Fabien Canavi? Elles sont similaires, il y a quelques différences, puisque, si vous voulez, c'est un exercice quasiment obligé pour ce qui concerne les ressources humaines, les systèmes d'information, les finances. Et disons que la Martinique, je considère, je ne sais pas si Boris Chanxit partage ce point de vue, est un petit peu plus en avance que nous en Guyane sur ces trois sujets. Vous êtes d'accord? Oui, il est évident qu'il y a, si on regarde l'avancée des travaux, qu'ils ont peut-être un peu d'avance. Les raisons sont multiples. Il faut être lucide. La Martinique a des moyens humains et financiers qui sont plus importants que les nôtres. Notamment sur les marchés publics qui ont été passés. La Martinique a fait un choix en amont d'investir presque 1 million d'euros, alors que nous étions plus proches des 300 000 euros. Et puis, il faut dire que les strates administratives en Martinique sont plus étoffées que celles qui existent en Guyane, non pas en termes qualitatifs, mais en termes quantitatifs. J'entendais ce matin le président de Chimi dire que pour les systèmes d'information, ils avaient pratiquement 70 personnes dédiées, alors que nous avons à peine moins d'une dizaine de personnes qui traitent ces sujets-là. Donc ce léger décalage a des explications objectives, non pas parce qu'en Guyane on travaille moins, mais on n'a pas les mêmes moyens. Tout simplement. Voilà. Quelle va être la position de l'État sur la dotation de l'accompagnement? Voilà, une question assez importante quand même pour la suite à donner à cette, pas collectivité, la préparation même, ce que vous êtes en train de faire tous les deux. Écoutez, ça a fait l'objet donc de la déclaration finale qui a été co-signée par les 4 présidents. Il a été question très longuement ce matin et cet après-midi de cette fameuse dotation d'amorçage, puisque la Martinique estime qu'il lui faut, sur les 6 années à venir, pas moins de 40 millions d'euros pour pouvoir tenir la route. Nous n'avons pas fait une évaluation aussi précise, mais il est certain que c'est un sujet qui a été posé, en tout cas pour ceux qui nous concernent, dès novembre 2011. Je me souviens que nous étions déplacés pour rencontrer la ministre de l'Outre-mer de l'époque et pour poser cette question de la dotation d'amorçage. Et il est vrai que depuis cette époque-là, les gouvernements successifs esquivent la question. Ça, est-ce que... Voilà, quand vous nous dites ça aujourd'hui, comment vous allez faire pour justement que ce gouvernement n'esquive plus la question, on va dire, rassurer la population guyanaise, tout simplement? Écoutez, je crois que nous avons fait un constat commun, qui est que la commission tripartite, qui ne doit pas être confondue à la commission mixte ad hoc, la commission tripartite est une émanation de la loi et qui est réunie en son sein des représentants de l'État, du département et de la région. Elle doit se tenir de manière régulière.
Et nous avons fait le constat que sur ces questions d'accompagnement budgétaire et financier, le compte n'y était pas. J'ai compris ce matin que le président Letchimy disait que la dernière réunion tripartite en Martinique avait lieu il y a plus d'1 an, ce qui veut dire qu'ils ne tiennent même pas le calendrier légal imposé. Nous le tenons jusqu'à présent, mais comme le disait le coprésident Canavi, l'État, pour l'instant, s'il n'est pas sourd, il est en tout cas muet, puisque sur ces questions-là, aucune piste nous a été donnée. Alors, on parlait des dotations d'amorçage, qui sont celles qui sont destinées à ce que la CTG puisse avoir ses missions pérennisées, et que les budgets fonctionnent notamment sur les régimes indemnitaires, parce qu'on disait que s'il y a un nivellement par le haut des régimes indemnitaires, le gap devrait être financé par quelque chose. Mais on n'en est même pas à ce stade avec l'État, puisque quand on parle même de dotation d'accompagnement, qui est celle qui aurait permis d'éponger un petit peu les frais d'études, sur cette question-là, nous n'avons même pas eu de réponse de l'État. Donc c'est la raison pour laquelle les coprésidents, parmi les motions qu'ils ont adoptées, ont prévu de créer un comité de concertation qui réunit les élus de Guyane et de Martinique, pour qu'il y ait une vraie contractualisation de cette avancée pour l'avenir des deux collectivités territoriales. Alors, avec la Martinique, il y a quelques divergences, mais bon, par exemple, sur la gouvernance, vous avez fait des choix différents. Est-ce qu'on peut appuyer à nouveau sur le choix que fait la Guyane? Pourquoi ce choix, Fabien Canavi? La Guyane n'a pas eu le choix. Je dois dire que c'était contenu dans la loi. C'est vrai. Et justement, hier soir, nous avions un débat sur ce point-là où nous disions qu'à l'époque, le législateur avait considéré que les électeurs de Guyane n'étaient pas assez mûrs pour aller vers une collectivité entre guillemets à deux têtes, alors qu'il a considéré le contraire pour la Martinique, puisque vous aurez d'une part un exécutif et d'autre part une assemblée qui devrait contrôler le travail de l'exécutif. Alors, vous êtes à quel stade? On rappelle, ça se passera, les élections auront lieu en décembre 2015. Est-ce que vous êtes déjà j'imagine, au stade de parler de formation aussi du personnel, que ce soit au conseil régional, au conseil général? Ces questions de formation du personnel, est-ce que vous en avez parlé entre vous? Alors, il n'y a pas de formation proprement dite, puisque les personnels voient leur statut respectif. Rien ne change en fait en ma question. Voilà, on est à droit constant, c'est ce qu'on a de cesse de répéter. D'accord. Il n'en demeure pas moins qu'il faut ce qu'on appelle un accompagnement au changement. C'est dans certaines commissions, avec l'aide notamment de consultants extérieurs, que nous allons faire cette feuille de route de l'accompagnement au changement, puisque l'on sait très bien que la vie de ces personnes, la vie professionnelle et parfois même la vie personnelle va être impactée par cette collectivité territoriale. Donc si nous en sommes peut-être pas aussi avancés que la Martinique, c'est parce que nous sommes en pleine discussion, notamment avec les représentants du personnel, pour trouver les voies et moyens d'aboutir à une avancée qui soit la plus sécurisée possible pour les personnels, puisque nous avons bien compris qu'on ne pourra pas faire la CTG sans qu'elle soit comprise et acceptée par ceux qui vont en être les forces vives, à savoir ceux qui y travaillent. Alors, vous aurez plein de questions comme ça au fur et à mesure. Lorsqu'on a dit à nos téléspectateurs que nous allons préparer cette émission, on a quelques questions comme ça de téléspectateurs qui nous envoient sur notre réseaux sociaux. Que vont devenir les bâtiments? Ça se passera où? Le conseil régional? Que devient le conseil général? Est-ce que les gens vont y travailler? Est-ce qu'on construit un nouveau bâtiment? Ce sont des questions comme ça qui viennent de nos téléspectateurs. Donc je pense que ça va être un choix du futur exécutif de la CTG, mais je pense que, et c'est pour cela que, comme nous avons parlé de l'accompagnement au changement, il ne faut pas qu'il y ait d'angoisse, ça ne va pas être une révolution à partir du 1er janvier 2016, les choses vont se faire progressivement, et je pense que les gens vont rester en place en fonction de leurs occupations respectives, et que progressivement il y aura une nouvelle organisation des services. D'ailleurs, ça fait partie des prestations que nous avons achetées dans le cadre d'un groupement de commandes, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un cabinet qui travaille en lien avec les deux collectivités sur une organisation cible qui va être fixée définitivement par le nouvel exécutif, en fonction de l'état des lieux qui est fait actuellement sur la façon dont la région et le département sont organisés. Alors, en termes de communication, pour ne pas que le téléspectateur, que la population puisse dire on n'était pas au courant. On fait beaucoup de débats, on va y revenir tout au long de cette année 2015 en termes de com. Vous-même également, vous faites des efforts, les deux exécutifs, notamment sur le logo. Créer le logo de votre collectivité, ça veut dire que tout le monde est concerné, tous ceux qui touchent un peu à la 3D, tous ces infographistes également. Pas obligatoirement. Oui, c'est vrai.
Pas obligatoirement. Alors, ce logo, je rappelle, vous pouvez faire des propositions jusqu'au 23 mars 2015. Vous-même, vous êtes dessinateur dans l'âme. Vous avez une petite idée du logo? Non, mais vous avez très bien qualifié la démarche. C'est une démarche de communication avec l'idée que la population puisse s'approprier aussi la collectivité territoriale de Guyane. Et l'idée d'un logo, c'est justement de faire appel à la participation de tous sur une charte graphique avec un certain cahier des charges, mais assez simple. Et l'idée, c'est qu'il faut respecter des couleurs. Voilà, des codes couleurs, une certaine philosophie. Et on espère que la créativité guyanaise, et notamment de nos jeunes, puisse permettre d'avoir un logo qui peut-être sera celui qui sera retenu pour illustrer de manière visuelle la collectivité territoriale de Guyane. Donc nous invitons toute la population, sans se brider en aucune façon que ce soit, et bien produire des projets de logo qui seront examinés par un comité technique. Alors ça avance vite, effectivement, en Martinique. Chacun y trouve son compte. Le président du conseil régional s'entendant très bien avec la présidente du conseil général. Vous entendez très bien depuis que je vous reçois sur le plateau. Il y a une certaine harmonie. Est-ce que c'est le cas pour Alain Tienlong et Rodolphe Alexandre? En tout cas, est-ce qu'ils s'entendent c'est-à-dire que nous faisons remonter au niveau sur la collectivité des présidents respectifs les problèmes qu'on peut rencontrer. Et je pense que ce n'est pas dévoiler un secret pour dire que d'ici un mois, il y aura une rencontre vraiment là des deux exécutifs accompagnés des directeurs généraux adjoints pour vraiment mettre à plat toutes les aspérités que nous rencontrons aujourd'hui et justement pour impliquer tout le monde. Parce que là, on est vraiment dans la dernière ligne droite et je pense que là, les deux exécutifs s'impliquent au niveau de ce dossier. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a des désaccords ou des mésententes parce que Boris Chongsit comme moi-même avons eu carte blanche pour travailler sur ce dossier-là. Vous êtes la preuve que la fusion fonctionne? Oui, et puis nous, c'était plus simple, il n'y a pas de dimension politique dans nos travaux. Donc M. Canévé et moi-même sommes interdits justement de faire valoir la politique sur les travaux. Donc ça nous a permis de travailler de manière harmonieuse jusqu'à présent et je ne doute pas qu'à l'échéance de décembre 2015, rien ne change à ce niveau-là. Messieurs, dernière question, là je veux entendre les réponses de vous deux. Certains partis politiques disent encore, on n'est pas prêt, on va dans le gouffre. Ça doit vous énerver là, quelques mois des élections? Je trouve que c'est une dynamique qui n'est pas positive pour la Guyane. Je ne vois pas pourquoi on veut effrayer la population et encore moins les agents. Nous serons prêts. Et comme le disait Fabien Canavi, ce n'est pas le grand soir, le soir de l'élection du second tour. Il y aura une mise en place qui se fera sur le temps. Il n'y a pas de révolution institutionnelle. Il y a un nouvel outil administratif qui va s'installer dans la durée et qui nécessiteront des travaux de suivi et d'accompagnement, j'en suis certain. Mais moi, je ne fais pas le pari que nous ne soyons pas prêts. Il faut encore travailler d'arrache-pied. Nous allons multiplier les rencontres au sein de la commission mixte ad hoc. Les présidents ont pris un engagement ferme de se rencontrer. Nous verrons bien, mais en tout cas, moi, je ne suis pas dans la sinistrose. Fabien Canavi? Non, j'ai dit, nous sommes à régime institutionnel constant. Donc, c'est une opération qui est technique, qui nécessite quand même un certain nombre de travaux. Et je peux dire qu'aujourd'hui, quand même, on a mis en place toute une organisation. Les équipes travaillent, les résultats ne sont pas encore visibles, mais je pense que les choses en temps opportun se feront. Il n'y a pas de souci, surtout que nous avons quand même un retour d'expérience. Il y a quand même eu aujourd'hui des intégrations. Aujourd'hui, c'est des convergences, mais il y a eu quand même au niveau du département l'intégration des personnels TOS, qui étaient à l'époque au niveau du rectorat, et nous avons aussi intégré les personnels de l'ex-ADI, aujourd'hui des ICS1, Direction de la cohésion sociale. Et donc, je pense qu'avec ce retour d'expérience-là, les choses se feront. Seulement, là où le débat est important, et c'est pour ça que nous souhaitons impliquer tout le monde, par-delà ces aspects techniques-là, c'est vraiment entrer dans un projet, se mettre dans votre projet, parce que c'est quand même deux administrations différentes, deux cultures différentes, où les gens vont travailler ensemble au service de la population. C'est la notion de service public dans une nouvelle orientation qui est posée et sur laquelle nous souhaitons, comme l'a dit Boris Chongsit, impliquer tout le monde. Donc le logo, c'est l'appropriation par la population. Et je rappelle jusqu'au 23 mars, vous pouvez y aller. Et le projet, c'est l'appropriation par les agents de la région et du département. Très bien, merci messieurs, Boris Chongsit, Fabien Canavi, d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous le savez, je vous le dis, l'année 2015 sera rythmée autour de cette collectivité, ici même sur ATG, de nombreux débats. Il y aura de la pédagogie,
Et le temps de la politique, bien ça viendra en son temps, tout simplement. Voilà, merci messieurs et à très bientôt. Merci. Ici même sur le plateau, parce qu'on se reverra de toutes les façons. Je rappelle le logo, vous pouvez faire des propositions de dessin, vous allez sur les différents sites concours@logo-ctguyane.fr pour avoir plein d'informations sur les chartes graphiques, les couleurs à respecter, créer le logo de votre collectivité. N'hésitez pas. Passez une excellente soirée. Dans quelques instants, le journal de TF1, Dom Laquezotte, juste après. À demain.